Je m'appelle Audrey. J'ai 33 ans. Et à Noël dernier, ma sœur m'a ajouté à la discussion de groupe de la famille, par accident. 47 messages. Chacun d'entre eux parlait d'une fête qu'ils organisaient sans moi, pour la 3e année consécutive. Ma mère l'a écrit, noir sur blanc. Assurez-vous qu'elle ne le découvre pas. Mon frère a répondu, juste en dessous. Donnez-lui simplement la mauvaise date, comme l'année dernière. Mon père a envoyé un emoji qui pleure de rire. J'étais assise dans une chambre d'hôtel, à 600 km de chez moi, et j'ai lu chaque mot. J'ai pris des captures d'écran de tout ça. Et le matin de Noël, j'ai tapé une seule phrase dans cette discussion. Joyeux Noël. Votre agent immobilier vous expliquera le reste. Le groupe est devenu silencieux. Puis, les appels ont commencé. 89 appels en 1 heure. Mais voici ce qu'aucun d'eux n'a pensé à vérifier. Un document déposé au bureau du cadastre du comté, il y a 8 ans. Signé par une femme qui m'aimait plus qu'aucun d'eux n'a jamais pris la peine de le faire. 47 messages m'ont montré quelle était ma place. Un seul message leur a montré où se trouvait le mur. C'était un mardi, début décembre, et j'étais dans un Hampton Inn, en banlieue de Columbus. J'étais sur le chantier pour la rénovation d'un pont. 3 semaines de passé, encore 2 à faire, à manger des plats à emporter devant mon ordinateur, tous les soirs. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit, vers 21 heures. Puis encore, et encore. Je l'ai pris, et j'ai vu un groupe, auquel on ne m'avait jamais ajouté. Une conversation intitulée, avec un emoji sapin de Noël, le mot famille, un autre emoji, et le mot organisation. 47 messages, empilés en dessous, comme une tour que je n'étais pas censé voir. Brooke, ma petite sœur, avait envoyé un message privé, juste après. Oups, mauvaise conversation. Ignore ça lol. Trop tard. Je faisais déjà défiler les messages. Les premiers concernaient la logistique. Nathan, mon frère aîné, a demandé si le 25 convenait à tout le monde. Maman a confirmé. Papa a envoyé un pouce en l'air. Assez normal. Puis, la conversation a changé de ton. Message 9. Maman, on devrait sortir la belle vaisselle, cette année. Audrey ne sera pas là, pour se plaindre de devoir faire la plonge à la main. Message 10. Nathan, lol. Enfin, un Noël détendu. J'ai continué à faire défiler. Mon prénom est apparu, exactement 0 fois dans l'organisation, et exactement 4 fois, dans la gestion de mon absence. Nathan, message 11, donnez-lui juste la mauvaise date, comme l'année dernière. Maman, message 14, le 28. Dites qu'on fait un petit truc, le 28. Papa, message 16, un emoji qui pleure de rire. Brooke, message 22, et si elle le découvre? Maman, 23, elle ne le saura pas. Elle ne s'en rend jamais compte. J'ai posé le téléphone, sur le couvre-lit en polyester. Je l'ai repris. Je l'ai posé, à nouveau. 47 messages, et pas un seul, ne m'invitait. 4 d'entre eux s'assuraient que je reste à l'écart. Le téléphone a vibré, encore une fois. Brooke, à nouveau en privé. Sérieusement, ignore-le. Ce n'est rien. Je n'ai pas répondu. J'ai rouvert la discussion de groupe, et j'ai commencé à faire des captures d'écran, depuis le tout début. Je devrais vous dire qui je suis, parce que cela a de l'importance, pour ce qui va suivre. Je suis ingénieur en génie civil. Je conçois des chemins de charge, pour des ponts, des parkings à étages, et parfois, pour une aile d'hôpital. Je suis diplômé depuis 9 ans, et je passe environ 40% de mon temps, sur la route. À dormir dans des hôtels, comme ce Hampton Inn, à dîner seul, et à facturer des heures. Je suis doué, dans mon travail. J'y suis doué, parce que je suis patiente avec les détails, et que je ne saute aucune étape. Et ce sont là des qualités, que ma famille n'a jamais trouvées intéressantes. En grandissant à Millfield, dans l'Ohio, j'étais l'enfant du milieu. Celle qui rendait ses devoirs à l'heure, pendant que Nathan jouait dans l'équipe de baseball du lycée, et que Brooke faisait des concours de beauté. Maman les conduisait. Papa les encourageait.
Moi, je prenais mon vélo, pour aller à la bibliothèque. C'était très bien ainsi. Je me disais que les gens occupés, finissent par être oubliés, et je me suis répété cela, pendant des années. J'envoyais les cadeaux de Noël, à l'heure, chaque année. J'ai réservé le restaurant pour l'anniversaire de maman, 3 années de suite. Quand papa a eu besoin qu'on déplace son pick-up, pour son opération, j'ai conduit 6 heures, un jeudi, pour le faire. Quand le toit a fui pendant une tempête, et que Nathan était trop occupé pour aller voir, j'ai appelé le couvreur, depuis un chantier dans le Kentucky, et j'ai payé la compte par téléphone. Je n'ai jamais demandé, à être remercié. Je partais simplement du principe, qu'être utile, c'était la même chose, qu'être incluse. Et pourtant, en décembre dernier, je suis arrivé à la maison, le 28. La date, qu'il m'avait donnée. Avec un plat rempli de gratin dauphinois, et une bouteille de vin, et la porte était fermée à clé. Les lumières, éteintes. La couronne de Noël, toujours accrochée, mais personne à la maison. J'ai appelé maman. Elle a décroché, à la 5e sonnerie. La voix légère. Oh, ma chérie, je croyais qu'on te l'avait dit. On a fêté Noël le 25, cette année. C'était décidé à la dernière minute. Je suis resté sur le porche, avec les pommes de terre qui refroidissaient entre mes mains, et j'ai dit, ce n'est pas grave. C'est de ma faute, j'aurais dû vérifier. Ce n'était pas de ma faute. Et ce n'était pas, à la dernière minute. C'est juste que je ne le savais pas encore. De retour dans ma chambre d'hôtel, je continuais de lire. J'ai atteint le message 31, et mon estomac s'est noué. Nathan avait écrit, la signature chez le notaire, c'est le 26. Gardez-la juste à l'écart, d'ici là. La signature chez le notaire. Je l'ai lu 3 fois. La signature, pourquoi? 2 messages plus loin. Maman, Karen dit que l'acheteur veut faire une visite le jour de Noël, l'après-midi, alors il faut que l'endroit soit vide, pour midi. Karen, un acheteur, une visite de contrôle. Ils vendaient quelque chose, et quoi que ce soit, ils avaient besoin, que je ne sois pas dans les parages, pour le faire. J'ai posé le téléphone face contre table, et j'ai fixé le mur, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était la maison de ma grand-mère. La maison de Nan Margaret. La maison en bardage jaune, sur la rue Sycamore. 2 étages. Un porche, qui s'enroulait autour de la façade sud, comme un long bras. Des boiseries blanches, que papa repeignait tous les 5 ans, à l'époque où il prenait encore la peine de le faire. Une boîte aux lettres en forme de grange, que le mari de Nan avait construite, avant ma naissance. J'y avais vécu, l'été après ma première année de fac, quand je n'avais pas les moyens de payer la caution de la résidence universitaire, et que je ne voulais rien demander à mes parents. Nan m'avait laissé dormir, dans la chambre à l'étage, avec le plafond mansardé, et la fenêtre qui donnait, sur l'érable de la cour arrière. Elle me préparait du café, tous les matins à 6 heures, et me disait de bien étudier, et de ne pas m'inquiéter, pour le reste. Cette maison était le seul endroit, où je n'ai jamais eu à justifier, pourquoi j'étais là. J'avais une clé. Je l'ai toujours. Une clé en laiton, plus lourde que les autres sur mon trousseau, taillée dans un style, qu'ils ne font plus aujourd'hui. Nan me l'a donnée, l'année de ses 75 ans, devant toute la famille, à Thanksgiving. Elle l'a pressée dans ma paume, et a dit, c'est ta maison, chaque fois que tu en auras besoin, Audrey. Maman a levé les yeux au ciel. Nathan était sur son téléphone. Papa a hoché la tête poliment, et est retourné à son match. Aucun d'eux n'a pensé, que cela signifiait quoi que ce soit. Le téléphone, sur le couvre-lit, a de nouveau vibré. Je l'ai pris. Un autre message dans la discussion. J'ai continué à lire. Le message 36 a été celui de trop. Maman, tout en majuscule pour insister. Assurez-vous qu'elle ne le découvre pas. Ce n'était pas chuchoté, ce n'était pas sous-entendu. C'était tapé noir sur blanc, et envoyé à 4 personnes, qui ont toutes cliqué sur j'aime. 2 messages plus loin, papa. Mon père, Glenn Grant, 64 ans, l'homme qui m'avait appris à changer un pneu dans l'allée, a envoyé un visage jaune, qui riait aux larmes. Il n'a même pas tapé un mot. Il a juste ri. J'ai fait 2 captures d'écran de celui-là, parce que mes mains tremblaient, et que la première image était floue.
Je veux être clair, sur un point. Je n'ai pas fait ces captures d'écran, pour m'en servir comme d'une arme. Je l'ai fait, parce que j'étais seul dans une chambre d'hôtel, que ma poitrine se compressait, et que j'avais besoin de preuves, que je n'étais pas en train d'inventer tout ça. J'ai passé des années, à arrondir les angles. Des années, à me dire que les invitations manquées, étaient des erreurs d'emploi du temps, et que les mauvaises dates, étaient d'honnêtes maladresses. Et que le silence, après que j'ai laissé un message vocal, c'était juste parce que tout le monde, était très occupé. Ces 47 messages, ont tué chaque excuse, que j'avais pu inventer. Ils ne m'oubliaient pas. Ils s'organisaient, pour me contourner. Il y avait un calendrier, un acheteur, une date de signature chez le notaire, et un plan, pour me garder dans l'ignorance, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils étaient en train de faire, avec la maison de Nan Margaret. Le seul endroit, qui m'avait jamais semblé être le mien. Et ils avaient construit ce plan, en partant du principe, que je ne riposterais jamais, que je ne poserais pas de questions, que je ne vérifierais rien. Parce que je ne l'avais jamais fait. C'était ça, mon rôle. Celle sur qui on peut compter, qui est absente, qui signe ce qu'on lui dit de signer, qui se montre quand on lui dit de se montrer, et qui disparaît le reste du temps, sans faire de bruit. Je suis resté assise dans cette chambre d'hôtel, jusqu'à minuit, à lire le fil de discussion, dans un sens puis dans l'autre. Et la chose qui tournait en boucle, c'était les mots, comme l'année dernière. Ce qui voulait dire, que l'année dernière, n'était pas un accident non plus. Les pommes de terre, la porte verrouillée, la voix légère au téléphone. Tout ça, c'était la même pièce de théâtre. Jouée 2 fois. Mon pouce a plané, au-dessus du bouton d'appel, à côté du nom de maman, pendant 11 secondes. J'ai compté. 11 secondes, à imaginer la conversation. Je dirais que j'avais vu la discussion. Elle deviendrait silencieuse. Puis elle pleurerait. Puis elle me dirait, que je faisais un drame. Et ensuite, je m'excuserais, de l'avoir fait se sentir mal, de m'avoir rendu invisible. J'avais déjà fait ce calcul. Je connaissais la réponse. Alors, j'ai retiré mon pouce, et j'ai verrouillé le téléphone. Je me suis assise au bord du lit, avec les 2 mains à plat sur mes genoux. De la même façon, que je m'assieds, quand je lis un rapport de structure qui ne tient pas debout. Immobile, concentré, cherchant la charge, qui n'est pas à l'endroit où elle devrait être. Et je me suis posé, une seule question. Qu'est-ce qu'ils vendent, exactement? Parce que voici le problème. Nathan a écrit, la signature, c'est le 26. C'est du vocabulaire immobilier. Maman a parlé, d'un acheteur, et d'une visite. Karen est une personne, qui organise ce genre de choses. S'il vendait la maison de Nan Margaret, c'était un problème. Mais c'était aussi, une question. Nan était morte, il y a 3 ans. La maison, aurait dû passer par un tribunal des successions, ou par un trust, ou peu importe ce qu'elle avait mis en place. Et je ne connaissais pas la réponse, parce que personne, ne me l'avait jamais dite. Personne ne m'avait demandé de signer quoi que ce soit. Personne n'avait mentionné, d'avocat spécialisé en succession, ou de date de vente, ou d'acheteur, jusqu'à ce que 47 messages, me tombent sur les genoux, par accident. Alors avant de dire un seul mot, à qui que ce soit, j'avais besoin de savoir, à quoi j'avais affaire, exactement. Pas les émotions. Le papier. Le document enregistré, déposé, et notarié. J'ai allumé la lampe, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai tapé, Bureau du cadastre du comté de Millfield, dans la barre de recherche. Pendant que le site du comté chargeait lentement, comme le font toujours, les portails des petites administrations, j'ai détaché mon trousseau de clés, de mon sac, et je l'ai tenu, sous la lampe. 4 clés. Mon appartement, ma voiture, mon badge de bureau, et la clé en laiton. La clé de Nan Margaret, était plus épaisse que les autres, un peu ternie, avec un anneau carré, qui s'enfonçait dans ma paume, quand je la serrais. Je l'avais portée pendant 8 ans, je ne l'avais jamais retirée du trousseau. Même après sa mort. Même après, que j'ai arrêté d'aller à la maison, parce que ça faisait trop mal, et parce que personne ne m'y invitait, de toute façon. Le soir où elle me l'a donnée, à Thanksgiving, elle m'avait prise à part, une fois la vaisselle terminée. Le football américain passait à la télé, et la maison sentait la muscade, et le liquide vaisselle. Toute la famille, était dans le salon.
Elle m'a accompagné, jusqu'à la porte d'entrée, a décroché la clé d'un crochet près du placard à manteau, et l'a pressée dans ma main. C'est ta maison, chaque fois que tu en as besoin, Audrey. Elle l'a dit, assez fort, pour que maman lève les yeux de son téléphone. Papa a jeté un coup d'œil. Nathan ne l'a pas fait. Brooke avait 12 ans, et dessinait sur une serviette. Maman avait souri, de la façon dont elle sourit, quand elle pense que quelqu'un fait du théâtre. Les coins de la bouche étirés. Sans montrer les dents. Maman, elle n'est pas sans abri, a-t-elle dit. Nan ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé, moi. Garde-la. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas compris, à ce moment-là, pourquoi elle l'avait dit, de cette manière. Comme si elle me tendait, quelque chose de bien plus lourd, qu'une simple clé. Comme si c'était un document, et pas un simple geste. La page du cadastre du comté, a fini par charger. J'ai tapé l'adresse. 412 rue Sycamore, Millfield, Ohio. La roue de recherche s'est mise à tourner. J'ai posé la clé sur le bureau, à côté de l'ordinateur, et j'ai attendu. Le site du cadastre était basique. Une page blanche, des liens bleus, une barre de recherche, qui donnait l'impression de n'avoir pas été mise à jour depuis 2011. J'ai obtenu une liste de documents, associés au 412 rue Sycamore. L'acte d'achat original, de 1974, quand mes grands-parents ont acheté l'endroit. Un refinancement, en 1998. Une levée d'hypothèque, en 2009. Et puis, une entrée de plus. Un acte translatif de propriété, enregistré il y a 8 ans, avec un numéro de document, sur lequel je pouvais cliquer. J'ai cliqué dessus. La numérisation a mis 30 secondes, à charger. Moucheté, légèrement de travers sur la page, comme le sont toujours, les scans administratifs des comtés. Tout en haut, acte de transfert de propriété. Cédante, Margaret Ann Grant. Bénéficiaire, au pluriel. Ligne 1, Diane Patricia Grant. Ligne 2, Audrey Elizabeth Grant. En indivision. Je l'ai lu, encore et encore. Je ne regardais pas, une tradition familiale, ou un geste sentimental. Je regardais, un instrument juridique enregistré, qui disait, que je possédais la moitié de cette maison. Pas symboliquement. Pas émotionnellement. Sur le papier. Déposé auprès du comté, indexé, et consultable par n'importe qui, disposant d'un navigateur Internet, et de l'adresse. Je me suis adossé, dans ma chaise de bureau bon marché, et je l'ai laissé rouler de quelques centimètres, en arrière. Nan ne m'avait pas juste donné une clé. Elle m'avait donné, le titre de propriété. Et elle l'avait fait publiquement, par les voies légales, avec un sceau notarial, et un numéro d'enregistrement. Parce qu'elle savait, elle devait savoir, qu'on peut reprendre une clé. Mais qu'on ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique, un document officiel. Elle n'avait pas fait de théâtre. Elle avait été tactique. Discrètement, précisément, et sans demander la permission, à qui que ce soit dans la famille, qui lui aurait dit de ne pas le faire. J'ai fait remonter le reste des dossiers. Il n'y avait eu, aucun transfert ultérieur. Aucun acte, allant de moi, vers quelqu'un d'autre. Aucune décision de justice. Aucune renonciation de mes droits. Mon nom, était toujours sur cette maison, de la même manière qu'il l'était, depuis le jour où Nan avait signé le papier. Le bureau du cadastre, se fichait bien que je n'ai pas visité les lieux, depuis 3 ans. Le bureau du cadastre, se fichait bien que ma famille, ait arrêté de mettre un couvert pour moi. Le cadastre, ne connaissait que ce qui avait été déposé. Et ce qui avait été déposé, disait que Audrey Elizabeth Grant, était propriétaire. Je me souviens du jour, où elle l'a signé. J'avais 25 ans, j'étais rentré pour un week-end, parce que Nan m'avait appelé, et m'avait demandé de venir. Elle avait eu une petite attaque cérébrale, 2 mois plus tôt. Un AIT, comme l'appelaient les médecins. Le genre d'attaque qui se résorbe, mais qui vous avertit, que la prochaine pourrait ne pas l'être. Elle avait retrouvé toute sa lucidité, au moment où je suis arrivé. Debout dans la cuisine, à préparer du thé glacé, comme si de rien n'était. Mais elle avait un rendez-vous, le lendemain matin, m'a-t-elle dit, et elle voulait que je l'accompagne.
J'ai supposé que c'était médical. Ça ne l'était pas. Nous avons conduit jusqu'à un petit bureau, dans la rue principale. Un notaire public, qui faisait aussi office de préparateur fiscal. Nan avait déjà fait rédiger les papiers. Elle s'est assise en face du notaire et a expliqué calmement qu'elle voulait m'ajouter au titre de propriété du 412 Sycamore. En indivision, a-t-elle précisé, comme si elle l'avait répété. Pour que la maison ne se retrouve pas empêtrée dans une succession plus tard. Et pour qu'Audrey ait un endroit qui soit à elle. Elle a signé. J'ai signé. Le notaire y a apposé son sceau, et nous avons déposé l'original au bureau du cadastre, sur le chemin du retour. Le tout a pris 40 minutes. Quand nous sommes revenus à la maison, maman était dans la cuisine. Nan le lui a dit, elle n'a rien caché. Le visage de maman est devenu impassible. Tu mets Audrey sur le titre de propriété, et pas moi. Nan a versé 2 verres de thé, et m'en a tendu un. Tu y es déjà, Diane. Maintenant, Audrey y est aussi. Maman a serré la mâchoire. C'est faire tout un drame, maman. Elle ne vit même pas ici. Nan n'a pas argumenté. Elle a juste dit, le document est déposé. C'est fait. Je me souviens m'être senti mal à l'aise, comme si on m'avait remis un cadeau, que je n'avais pas mérité, devant quelqu'un, qui pensait que je n'en étais pas digne. J'ai remercié Nan, et j'ai changé de sujet. Je ne comprenais pas ce qu'elle venait réellement de me donner. Je le comprends, maintenant. De retour à l'hôtel. 2 heures du matin. J'avais le scan du titre de propriété ouvert dans un onglet, et les captures d'écran du groupe, dans un autre. Je passais de l'un à l'autre, comme si je recoupais un rapport d'ingénierie, avec les conditions sur le terrain. L'acte disait que j'étais copropriétaire. La discussion disait qu'il vendait. Et le calcul était simple. On ne peut pas facilement vendre une maison, quand le nom de quelqu'un d'autre figure sur le titre de propriété. Ce n'est pas une faille juridique, ou un détail technique. C'est le droit de la propriété. Si mon nom était sur le titre, et qu'il était juste là, dans la propre base de données du comté, numérisée et indexée, alors aucune compagnie d'assurance de titre n'autoriserait la transaction, sans poser de questions. Aucun organisme de crédit de l'acheteur ne validerait un prêt sur un titre de propriété entaché. La vente ne mourrait peut-être pas instantanément, mais elle calerait violemment. Et bloquer une transaction immobilière, à une semaine de Noël, ça ressemble beaucoup à la tuer. J'ai fermé mon ordinateur portable, je m'allongeai sur le lit, et je fixai le plafond. La climatisation bourdonnait. Mon téléphone restait sombre sur la table de nuit, enfin silencieux, après des heures de vibration. J'ai pensé à appeler Nan. C'était le réflexe. Morte depuis 3 ans, et je cherchais toujours son numéro, quand les choses n'avaient pas de sens. Elle aurait su quoi faire. Elle le savait toujours. Elle avait planifié les choses, avec 8 ans d'avance, et avait déposé le papier, qui le prouvait. Elle ne m'avait pas dit quoi en faire, parce qu'elle me faisait confiance, pour trouver la solution, le moment venu. Je me suis tourné sur le côté, et j'ai regardé la clé en laiton sur le bureau, posée à côté de l'ordinateur, comme un petit témoin patient. Le cadastre du comté confirmait ce que Nan avait mis en place. Ma famille confirmait ce qu'ils essayaient de faire. La seule question qui restait était de savoir ce que j'allais faire de ces 2 éléments d'information. Je n'avais pas encore de réponse, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais le temps. La signature était prévue le 26 décembre. Nous étions le 3 décembre. 23 jours. Je dois faire une pause ici, une seconde. Si vous regardez ça, et qu'une partie de vous fait le même calcul sur votre propre famille. Sur qui s'en apercevrait, si vous deveniez silencieux? Sur qui ne vous appelle, que lorsqu'ils ont besoin d'une signature? Je vous vois. Abonnez-vous, et restez avec moi. Car ce que j'ai trouvé dans cette base de données du comté, c'est exactement la raison pour laquelle je n'ai jamais élevé la voix. Pas une seule fois. Le lendemain matin, maman a appelé. J'ai laissé sonner 3 fois, avant de répondre. Parce que j'avais besoin de 3 sonneries, pour lisser ma voix, et la rendre normale.
Salut, ma chérie. Elle avait l'air chaleureuse. Elle a toujours l'air chaleureuse, quand elle veut que quelque chose se passe en douceur. Alors, pour Noël, on fait un petit truc cette année. Juste nous 4, à la maison. Tu sais ce que c'est. Mais si tu es rentré de ton chantier d'ici le 28, tu pourrais passer, pour manger les restes. Le 28. C'était là. Livré dans les temps, exactement comme la discussion de groupe l'avait prescrit. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, pendant une seconde, et j'ai regardé la capture d'écran, toujours ouverte sur mon ordinateur. Message 14. Diane, le 28. Dites qu'on fait un petit truc, le 28. Elle lisait son propre scénario. Ça me paraît bien, maman. Je vais vérifier mon planning. Parfait. N'apporte rien de sophistiqué, viens juste comme tu es. Elle a ri. Moi pas. J'ai dit au revoir, j'ai raccroché, et je suis resté très immobile, pendant un long moment. Le pire, ce n'était pas le mensonge. On m'avait déjà menti. Sur les emplois du temps. Sur les raisons, pour lesquelles je n'étais pas incluse. Sur le fait, d'avoir reçu ou non le cadeau, que j'avais envoyé. Le pire, c'était la facilité, avec laquelle elle le faisait. Le rythme de sa voix. La chaleur, qu'elle fabriquait. Le petit rire, à la fin. Tout ça a été répété. Tout ça, visait à me garder exactement là, où j'étais. Loin d'eux, désinformée, et reconnaissante, pour des restes. Elle n'avait même pas hésité, sur la date. Pas de pause, pas de trébuchement, pas une lueur de culpabilité, dans le mot 28. Juste le chiffre, prononcé avec fluidité, comme une réceptionniste qui confirme un rendez-vous. Juste le 28, comme si elle lisait les prévisions météo. J'ai sauvegardé le journal d'appel. Pas l'audio, juste l'heure. 4 décembre, 9h47. Durée, 2 minutes, et 11 secondes. 2 minutes, pour mentir à sa fille. Elle n'avait même pas eu besoin, de 3 minutes. 2 jours plus tard, Brooke m'a appelé. Elle n'avait pas l'intention de me révéler quoi que ce soit. Elle parlait juste trop, comme elle le fait toujours, quand elle est nerveuse. Elle a commencé, par des banalités. Son travail au salon de coiffure, un gars qu'elle fréquentait, une plainte concernant la météo. Puis, elle a parlé de Nathan, et sa voix a changé. Il est vraiment stressé. Le garage ne marche pas fort. Nathan gérait un atelier de carrosserie, sur la route 9, à l'extérieur de Millfield. Il l'avait ouvert 4 ans plus tôt, avec un prêt co-signé par maman. Je connaissais l'existence de ce prêt, parce que maman l'avait fièrement mentionné un jour, lors d'un dîner, auquel j'avais été réellement invité. L'un des derniers. À quel point ça va mal, ai-je demandé. Brooke a fait une pause. Mal genre, la banque a envoyé des lettres. Et maman est responsable aussi, parce qu'elle s'est portée garante. Donc, s'il fait défaut. Sa phrase est restée en suspens. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin. L'image s'est reconstituée d'elle-même. L'entreprise de Nathan faisait faillite. Le prêt co-signé signifiait que la solvabilité de maman, et possiblement ses économies, étaient menacées. Et vendre la maison de Nan Margaret, c'était le moyen le plus rapide de combler le trou. La maison était payée. Pas d'hypothèque. Dans un marché comme celui de Millfield, une maison de 2 étages en bois, sur un terrain d'un quart d'acre, pouvait rapporter 250 000, peut-être 270 000 euros. Assez, pour rembourser le prêt. Assez, pour sortir Nathan d'affaires, et libérer maman de sa responsabilité. Assez, pour avoir de l'importance. Et c'était là. La forme même du problème, que je n'avais pas pu percevoir, à partir du seul message de groupe. Il ne s'agissait pas de me détester. Ce n'était pas personnel, de la façon dont une gifle est personnelle. C'était un triage financier. Et j'étais la complication, qu'ils avaient décidé de contourner, plutôt que de m'inclure. Ils ne m'avaient pas écarté, parce qu'ils étaient en colère. Ils m'avaient écarté, parce que m'impliquer, aurait signifié admettre, qu'ils avaient besoin de moi. Et admettre cela, aurait signifié me traiter, comme quelqu'un dont la réponse, avait du poids. C'était la partie, qu'ils ne pouvaient pas digérer.
Tout ce dont ils avaient besoin pour conclure la vente, c'était d'une seule signature, dont ils supposaient que je la donnerais, sans lire les petits caractères. Ou mieux encore, une signature dont ils pourraient éviter d'avoir besoin, s'ils me gardaient simplement, hors de la pièce, tout du long. Brooke est revenu à ses banalités. Je l'ai laissé faire. Avant que nous raccrochions, elle a dit quelque chose, qui m'est resté. On ne pensait juste pas, que tu t'intéressais, à cette vieille maison. Je lui ai souhaité une bonne nuit, et j'ai écrit la phrase sur le bloc-notes de l'hôtel, mot pour mot. Le 10 décembre. J'étais de retour sur le chantier du pont, depuis une semaine, gérant les plannings d'armature le jour, et lisant le droit immobilier, la nuit. J'ai téléchargé, la numérisation complète du titre de propriété, depuis le site du comté, et je l'ai enregistré, dans un dossier sur mon bureau, intitulé U412 Sycamore. Le document, faisait 2 pages. Page 1, le jargon standard d'un acte translatif. Margaret Ann Grant, cédante, cède par la présente ses droits, à Diane Patricia Grant, et Audrey Elizabeth Grant, en indivision. La propriété décrite comme suit. Puis, la description légale, le numéro de lot, le numéro d'identification fiscale. Le tout, enregistré et tamponné. Page 2. La signature de Nan, la mienne, le sceau du notaire, la date de dépôt. J'ai imprimé les 2 pages, sur l'imprimante du centre d'affaires de l'hôtel, et je les ai mises, dans une chemise cartonnée. J'ai tenu le dossier dans mes mains, pendant un long moment. Il ne pesait, presque rien. En indivision. J'avais fait des recherches approfondies, à ce stade. Cela signifiait, que Diane et moi, possédions chacune une part indivise de la propriété. Pas la moitié de la cuisine, et la moitié du jardin. La moitié, de la totalité. Et la partie critique, aucune de nous, ne pouvait vendre l'ensemble de la propriété, sans le consentement de l'autre. Diane ne pouvait pas céder mes droits. Elle ne pouvait pas signer, à ma place. Elle ne pouvait pas conclure une vente, qui transférait 100% du 412 Sycamore à un acheteur, à moins que je ne signe moi aussi, l'acte de vente. Si elle essayait, la compagnie d'assurance de titres le signalerait, au moment même où elle effectuerait, la recherche de titres. Ce qui signifiait, l'une de ces 2 choses. Soit, il n'avait pas parlé de moi, à la compagnie de titres. Soit il l'avait fait, et le plan était d'obtenir ma signature séparément, discrètement, en la faisant passer, pour autre chose. J'ai refermé la chemise cartonnée, et je l'ai mise dans mon sac de travail, à côté de la clé en laiton. 2 morceaux de Nan Margaret, posés côte à côte, qui attendaient. Je suis retourné, aux captures d'écran de la discussion de groupe. Message 31. Nathan, la signature c'est le 26. Gardez-la juste à l'écart d'ici là. Message 33. Maman, Karen dit que l'acheteur veut faire une visite l'après-midi de Noël. Karen. J'ai cherché Karen Whitfield, agent immobilier, Millfield, Ohio, et je l'ai trouvé, en 4 secondes. Whitfield & Associates, une petite agence immobilière, du côté et de la ville. Sa photo sur le site web, avec un blazer, et un sourire. Elle avait l'annonce, pour le 412 Sycamore sur sa page. 4 chambres, 2 salles de bain, un porche enveloppant. Mise à prix, 265 000. Publié, il y a 3 semaines. Contactez l'agent pour plus de détails. J'ai fixé, les photos de l'annonce. Quelqu'un avait refait la décoration du salon. Le fauteuil de Nan n'était plus là, remplacé par un canapé gris, que je ne reconnaissais pas. La cuisine avait été repeinte en blanc. La rambarde du porche, où j'avais l'habitude de m'asseoir avec mon café, avait été poncée et reteinte. La chambre à l'étage, ma chambre, celle où j'avais dormi pendant l'université, avait été vidée, et aménagée avec des meubles, sortis tout droit d'un catalogue. Ils avaient effacé Nan de la maison, avant même de l'avoir vendue. Ils préparaient cela depuis des semaines, peut-être des mois. Et la signature chez le notaire, était le 26 décembre. Le lendemain du rassemblement de Noël, dont on me tenait à l'écart. J'ai fait le calcul. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils ne m'avaient pas exclu, parce que j'étais encombrante, ou ennuyeuse, ou parce qu'ils étaient trop occupés, pour s'embêter avec moi. Ils m'avaient exclu, parce que me tenir éloigné de la maison, était une exigence logistique, pour la vente. Si je me présentais à Noël,
je pourrais voir la mise en scène. Je pourrais demander pourquoi les meubles étaient différents. Je pourrais remarquer la boîte à clés sur la porte d'entrée. La fausse date n'était pas de la cruauté pour le simple plaisir d'être cruel. C'était de la gestion de projet. J'étais une variable qu'ils avaient besoin de contrôler. J'ai fermé l'onglet de l'annonce, j'ai ouvert un document vierge, et j'ai tapé une seule ligne. Ne pas réagir. Ne pas confronter. Laisser le système faire son travail. Ensuite, j'ai enregistré le fichier, j'ai éteint l'ordinateur, et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Le 12 décembre, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit immobilier. Pas un ami de la famille. Personne de Millfield. Un avocat agréé de Columbus, dont j'avais trouvé le cabinet, grâce au service de référence du barreau. Je lui ai expliqué la situation, en environ 4 minutes. Copropriétaire sur un titre enregistré, en indivision, propriété mise en vente, signature programmée. Personne ne m'a demandé de signer, ou ne m'a informé de la transaction. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, cette transaction n'aura presque certainement pas lieu, sans vous. Je lui ai demandé d'être précis. Il a dit qu'aucune compagnie d'assurance de titre, avec laquelle il avait travaillé, n'émettrait une police d'assurance claire, si un copropriétaire enregistré n'avait pas signé l'acte de vente. Le prêteur de l'acheteur, s'il y en avait un, exigerait un titre de propriété clair, avant de débloquer les fonds. Même s'il s'agissait d'une vente au comptant, aucun agent de clôture compétent ne procéderait, sachant qu'il y avait un droit non cédé sur l'acte. Votre signature n'est pas optionnelle, a-t-il dit. Elle est structurelle. J'ai failli rire à ce mot, structurel. C'est mon travail. Trouver la pièce, qui maintient tout le reste ensemble. Celle que vous ne pouvez pas retirer, sans que toute la structure ne se déplace. Je lui ai demandé ce qui se passerait s'ils essayaient de conclure la vente, quand même. Il m'a dit que la recherche de titre signalerait mon nom. La signature serait bloquée, et l'acheteur s'en irait probablement, ou renégocierait. Si ma famille voulait forcer la vente sans mon accord, il devrait intenter une action en partage. Une action en justice, entendue en audience publique, un registre public, et des mois de procédure. Dans mon expérience, a-t-il dit, les familles ne veulent pas de ça. Je l'ai remercié, j'ai payé les frais de consultation, et j'ai raccroché. J'ai noté une seule phrase de cet appel, sur le bloc-notes de l'hôtel, et je l'ai souligné 2 fois. Votre signature n'est pas optionnelle. Elle est structurelle. Puis je me suis posé, avec cette pensée. 23 jours, s'étaient transformés en 14. Je n'avais toujours pas dit un mot, à aucun d'entre eux. J'aurais pu appeler maman ce soir-là. J'avais les captures d'écran, l'acte de propriété, et la confirmation de l'avocat. J'aurais pu tout déballer. Le groupe de discussion, les fausses dates, les photos de l'annonce, avec le fauteuil de Nan, remplacé par le canapé d'un inconnu. J'aurais pu la forcer à s'expliquer. Mais j'avais eu suffisamment de conversations avec Diane Grant pour savoir comment elle se termine. Elle pleure. Elle reformule la situation. Elle me dit que je la blesse en étant blessé. Et quelque part vers la 12e minute, je me retrouve à m'excuser d'avoir remarqué ce qu'elle avait fait. Pas cette fois. Je ne voulais pas d'une confrontation. Je voulais un processus. Le genre de résultat qui ne dépend pas de la culpabilité de quelqu'un. Car la culpabilité nécessite une conscience. Et je n'étais plus sûr qu'ils en aient une de disponible pour moi. J'ai passé ma carrière à construire des choses qui tiennent sous la pression. Des ponts, des murs de soutènement, des structures qui tiennent bon parce que les calculs sont exacts, et non parce que quelqu'un a promis qu'elles tiendraient. Je crois au système, et le système avait déjà ma réponse. L'acte de propriété était déposé. La recherche de titre le trouverait. La vente calerait. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Le bureau du cadastre du comté s'était déjà exprimé pour moi, il y a 8 ans. Alors, j'ai décidé que je ne signerais pas les documents de vente. Je n'affronterais personne. Je ne donnerai pas d'explication, je ne débattrai pas, et je ne supplierai pas. Je contacterai l'agent immobilier directement,
je m'identifierai en tant que copropriétaire sur l'acte enregistré, et je laisserai la compagnie de titres faire ce que font les compagnies de titres. Vérifier la propriété, signaler l'anomalie, et interrompre la vente, jusqu'à ce que chaque partie, ayant un intérêt légal, ait été consultée. Je n'allais pas crier la vérité. J'allais la déposer, officiellement. Et le matin de Noël, une fois qu'ils se seraient tous réunis à la maison, qu'ils auraient porté un toast à leur succès, et qu'ils se seraient félicités de m'avoir gardé dans l'ignorance. J'enverrai un seul message, dans ce groupe de discussion. Celui qu'ils m'avaient accidentellement laissé voir. Et je laisserai le système s'occuper du reste. Un seul message. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne connaissais pas encore les mots exacts, mais je connaissais leur forme. Bref, calme, et pointant vers quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contester. J'ai pris la clé en laiton, et je l'ai retournée, entre mes doigts. 14 jours. 15 décembre. J'ai rédigé un email à Karen Whitfield, chez Whitfield & Associates. J'ai gardé un ton professionnel, le même ton que j'utilise, quand j'envoie un rapport de chantier, à un entrepreneur général. Chère Madame Whitfield. Je m'appelle Audrey Grant. Je vous écris concernant la propriété située au 412 Sycamore Street, Millfield, Ohio, actuellement listée, par l'intermédiaire de votre agence. Je suis une copropriétaire enregistrée de cette propriété, en indivision, conformément à un acte translatif de propriété, déposé au cadastre du comté, il y a 8 ans. Je n'ai pas été contacté, concernant la vente en cours, ni invité à signer, de documents de transfert. Je vous saurai gré, de bien vouloir me confirmer le statut de la transaction, et de m'éclairer sur la manière dont ma part de propriété, est prise en compte, dans le processus de clôture de la vente. Je suis joignable, à cette adresse email, ou par téléphone. Je l'ai relu 3 fois, j'ai vérifié le numéro d'enregistrement de l'acte, j'ai joint la copie numérisée, et je l'ai envoyé. Karen Whitfield m'a appelé, 4 heures plus tard. Sa voix était professionnelle, mais tendue. La voix de quelqu'un qui recalcule une affaire en temps réel. Mademoiselle Grant, merci de m'avoir contacté. J'ai examiné l'acte que vous avez joint, et j'ai également extrait le rapport de titre. Je dois vérifier certaines choses avec la compagnie de titres. Puis-je vous rappeler? Elle a rappelé, le lendemain matin. La recherche de titres a confirmé que mon nom figurait sur l'acte. La transaction, a-t-elle dit avec prudence, ne pouvait pas se poursuivre, dans sa structure actuelle, sans ma participation. Elle m'a demandé si j'avais été en contact avec l'autre propriétaire, Diane Grant, au sujet de la vente. Non, ai-je répondu. Je l'ai appris, par d'autres biais. Une pause. Je vois. Je devrais informer le vendeur, et l'agent de l'acheteur, qu'il y a un problème de propriété, non résolu. C'est parfait, ai-je dit. Je préfère que toute communication concernant la propriété passe par les voies appropriées. Je lui ai donné les coordonnées de mon avocat. Elle m'a remercié, et a raccroché. La mèche était allumée. Je n'avais pas besoin d'y retoucher. Petite pause. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que je ne vais crier sur personne. Ce n'est pas ça, la victoire. La victoire est plus silencieuse, et elle arrive. Abonnez-vous, pour ne pas manquer, comment une seule phrase dans un groupe de discussion a mis fin à une vente, qui valait plus que toute l'entreprise de mon frère. Ok. À l'approche de Noël, le 19 décembre. Un fichier PDF est arrivé dans ma boîte mail, de la part de maman. Pas d'objet, juste une pièce jointe, nommée document-nettoyage-succession.pdf, et un message, d'une seule ligne. Audrey, peux-tu signer ça, et me le renvoyer avant le 24? C'est juste de la paperasse administrative de routine, pour le trust de Nan. Merci. Maman. J'ai ouvert le PDF sur mon ordinateur, et la première page n'était pas de la paperasse de succession de routine. C'était un acte de vente. Un document de transfert, cédant tous les droits sur le 412 Sycamore Street, de Diane Patricia Grant et Audrey Elizabeth Grant, à un acheteur nommé Gérald Foss, pour un prix d'achat de 265 000 €. Ma ligne de signature se trouvait à la page 4, marquée par un post-it jaune, et le mot signé, de l'écriture de Brooke. J'ai reconnu CDS bouclé.
Le prix d'achat y figurait. Le nom de l'acheteur y était. La description légale correspondait au 412 Sycamore, jusqu'au numéro de lot. La page 5 était un calendrier de décaissement, montrant que les bénéfices allaient sur un seul compte bancaire. Celui de maman. Pas divisé. Pas partagé. 100% du prix de vente, moins les frais de clôture, dirigés vers Diane Patricia Grant. Mon nom figurait sur la ligne de signature, mais nulle part, dans la section des paiements. Il ne voulait pas seulement que je cède ma part de propriété. Il voulait que je le fasse, gratuitement. Ils n'avaient même pas essayé de cacher ce que c'était. Ils avaient juste parié que je ne le lirais pas. Mais juste tes initiales là où il y a les étiquettes, ma chérie. N'y pense pas trop. C'est ce que maman dirait, si j'appelais pour poser la question. Je pouvais entendre la phrase, dans sa tête. Entièrement formée, prête à être déployée. Il voulait ma signature, sur un document qui effacerait ma propriété, du seul endroit qui m'ait jamais semblé être ma maison. Et il l'avait emballé, dans un PDF appelé nettoyage-succession, et l'avait envoyé, 4 jours avant Noël, comme si c'était une carte de vœux. J'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai transféré à mon avocat. Et je n'ai pas signé. Je n'ai pas répondu, à l'email de maman non plus. Je l'ai laissé là, dans ma boîte de réception, l'humain sans réponse. De la même façon, qu'il m'avait laissé planter sur un porche, avec un plat gratiné, en décembre dernier. Reconnu juste assez pour confirmer que j'existais, puis ignoré. Cette nuit-là, j'ai tenu la clé en laiton, dans mon poing fermé, et je me suis assise sur le lit d'hôtel, dans le noir. L'acte de vente était toujours ouvert sur l'écran de l'ordinateur portable, projetant une lueur bleu-blanc à travers la pièce. J'ai pensé à Nan Margaret. Pas à la version légale, pas à la cédante sur un acte de transfert. Mais à la vraie personne. La femme, qui préparait du thé glacé sans mesurer, qui gardait une pile de mots croisés, près de la porte de derrière, qui remarquait quand j'étais silencieuse, et qui ne m'avait jamais dit une seule fois, que j'étais trop sensible, de remarquer ce que je remarquais. Elle a signé cet acte, parce qu'elle avait vu le coup venir. Peut-être pas les détails. Pas l'atelier défaillant de Nathan, ni le désespoir de maman, ni la discussion de groupe, ni le PDF déguisé en formalité de routine. Mais la forme globale. Elle avait vu, que je serais celle, que l'on contournerait. Et elle a mis mon nom, sur la seule chose, qu'il ne pourrait pas dépenser sans moi. Ce n'était pas de la sentimentalité. C'était de l'ingénierie. La clé dans ma main, était chaude à force d'être tenue. J'ai ouvert ma paume, et je l'ai regardée. L'anneau carré, le laiton terni, les dents taillées pour une serrure, qui fonctionnait toujours, sur une porte que je n'avais pas ouverte, depuis 3 ans. Ce n'était plus, un simple souvenir. C'était un titre de propriété. C'était la preuve, que quelqu'un m'avait regardé et avait dit, non pas avec des mots, mais avec un sceau notarial, elle est à sa place ici. Je l'ai refermé, dans ma main. Je n'avais toujours pas répondu, à l'email de maman. Je n'avais toujours rien signé. Et dans 6 jours, Karen Whitfield allait entrer dans une réunion de signature, et dire à ma famille, que la vente ne pouvait pas avoir lieu. Parce que la femme qu'ils avaient rayée de la liste des invités, était inscrite, sur le titre de propriété. J'ai tapé mon unique message, dans la zone de brouillon de la discussion, et je l'ai sauvegardé. Je l'enverrai, le matin de Noël. Le 23 décembre. J'avais terminé le projet du pont, 2 jours en avance. Le chef de mon équipe a dit, que je pouvais rentrer chez moi pour les fêtes, si je le voulais. J'ai conduit jusqu'à mon appartement de Columbus, au lieu de Millfield. J'ai défait mes valises, j'ai fait une lessive, j'ai arrosé la plante sur le comptoir de ma cuisine, qui était curieusement encore en vie, et je me suis assise à mon propre bureau, pour la première fois depuis 1 mois. La chemise cartonnée, était dans mon sac. Je l'ai sortie, et je l'ai posée à côté de la clé en laiton, que j'avais placée sur le bureau, comme un presse-papier. Les 2 objets de Nan Margaret. Tous 2 silencieux. Tous 2, chargés de sens. J'ai ouvert la discussion de groupe, sur mon téléphone, une fois de plus. La conversation avait continué sans moi. Plus de logistique, plus d'organisation. Brooke a demandé si elle devait apporter une tarte. Nathan a confirmé
l'heure de la visite, avec l'acheteur. Maman a rappelé à tout le monde de faire comme si de rien n'était, si Audrey envoyait un message. Papa n'a rien écrit de nouveau. Il n'en avait pas besoin. Son émoji qui pleurait de rire était toujours là dans le fil, comme un monument à l'indifférence. J'ai regardé mon brouillon sauvegardé. Je l'avais écrit et réécrit au cours des 3 dernières semaines. Et chaque version rétrécissait jusqu'à n'être plus qu'une courte phrase. Joyeux Noël. Votre agent immobilier vous expliquera le reste. Pas d'accusation, pas d'émotion, pas de point d'exclamation. Je n'allais pas expliquer ce que je savais, ni comment je le savais. Je n'allais pas leur donner de fil à tirer, ou de ton à critiquer. J'allais les diriger vers la seule personne qui avait l'autorité et l'obligation de leur dire la vérité. L'agent immobilier, dont la recherche de titre avait déjà signalé mon nom. Je n'ai bloqué personne. Je voulais qu'ils le lisent ensemble. Dans ce même groupe de discussion, où ils avaient planifié mon absence. À cette même table, où ils s'étaient réunis sans moi. La veille de Noël. Le groupe de discussion s'est illuminé, une dernière fois. Sans qu'ils sachent que je regardais. Nathan a posté une photo de la maison. Fraîchement décorée, les lumières du porche allumées, une couronne qui n'était pas celle de Nan, sur la porte. Brooke a répondu, avec des émojis cœur. Maman a écrit, demain, ce sera parfait. N'oubliez pas, personne ne parle d'Audrey. Elle pense que c'est le 28. Papa a envoyé, un émoji Père Noël. J'ai lu ça, depuis mon canapé à Columbus, avec une tasse de thé, qui refroidissait entre mes mains. Personne ne parle d'Audrey. 3 mots, qui résumaient une décennie, de calcul de fête. Chaque changement de dernière minute. Chaque porte verrouillée. Chaque mot, on croyait te l'avoir dit. Ce n'était pas de la négligence, c'était une politique. J'ai posé le téléphone, face contre le coussin du canapé. Dehors, quelqu'un dans l'appartement au-dessus du mien, jouait de la musique de Noël. Les basses, résonnaient à travers le plafond, comme un battement de cœur lent. J'ai réfléchi, à quoi ressemblerait la journée de demain, de leur côté. Nathan, soulagé, se versant du café, discutant du déroulement de la visite avec l'agent de l'acheteur. Maman, orchestrant la table, s'affairant avec les serviettes, satisfaite que tout soit sur les rails. Papa, silencieux dans son fauteuil inclinable, regardant n'importe quel match, qui passait à la télé. Brooke, dressant des assiettes pour 4 au lieu de 5, sans faire cas de mon absence, parce qu'elle avait arrêté de compter, depuis des années. Ils lèveraient leur verre. Ils mangeraient. Ils se sentiraient bien, à propos de la vente, bien, à propos des fêtes, et bien, à propos du fait que la seule personne, qui aurait pu compliquer les choses, était assise à Columbus, en croyant que la fête était pour le 28. Et à un moment de la matinée, probablement vers 10 heures, quand ils seraient tous ensemble, à l'aise, et certains d'eux-mêmes, mon message atterrirait dans la discussion. Comme une pierre, jetée dans une eau calme. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne ressentais pas de désir de vengeance. Je me sentais, de la même façon, que lorsque l'inspection d'un pont revient, et que les chiffres, sont exactement ceux indiqués sur les plans. Clair. Vérifié. Terminé. J'ai lavé ma tasse, j'ai mis mon réveil à 7 heures, et je me suis couché tôt. La clé en laiton, était sur la table de nuit. La chemise cartonnée, était dans le tiroir de mon bureau. Demain, les papiers parleraient d'eux-mêmes. Le matin de Noël. Je me suis réveillé à 7 heures, j'ai préparé du café, et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert le groupe de discussion. Les messages affluaient déjà. Joyeux Noël de la part de Brooke, avec un émoji sapin. Salut la famille de Nathan. Un autocollant sucre d'orge de la part de papa. Maman a envoyé une photo de la table à manger, dressée pour 4. Assiette blanche, serviette rouge, bougie. 4 chaises, 4 couverts. Je les ai comptés. De la même manière que je compte l'espacement des armatures métalliques sur un plan. Précisément, sans émotion. Parce que le chiffre est le chiffre. À 9h48, j'ai sélectionné le brouillon que j'avais sauvegardé 3 semaines plus tôt, et j'ai appuyé sur Envoyer. Joyeux Noël. Votre agent immobilier
vous expliquera le reste. Une seule phrase. Pas d'émoji. Pas de point d'exclamation dramatique. Juste une phrase, et un point final. J'ai posé le téléphone sur le bureau, l'écran vers le haut, et j'ai regardé. L'indicateur de frappe est apparu sous le nom de Brooke. Puis, a disparu. Puis est apparu, sous le nom de maman, et a disparu. Celui de Nathan est apparu, pendant 10 bonnes secondes, puis a disparu. Personne n'a envoyé un mot. La discussion, qui bourdonnait de joie 4 minutes plus tôt, est devenue absolument silencieuse. Le genre de silence, qui ne signifie pas que personne n'a rien à dire. Mais qui signifie que tout le monde en a beaucoup trop à dire. J'ai pris mon café. Il était encore chaud. J'ai pris une gorgée, et j'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. La bulle de frappe est apparue, et a disparu, 6 fois de plus. Personne n'arrivait à trouver quoi dire. Parce que mon message ne leur donnait rien avec quoi débattre. Je n'avais pas accusé. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas expliqué comment je savais. Je les avais juste dirigés vers la seule personne qui avait les papiers devant elle. Karen Whitfield. Qui, alors qu'il était, avait déjà laissé un message vocal à ma mère, expliquant que le titre de propriété comportait un problème de copropriété non résolu, et que la signature du 26 décembre était suspendue dans l'attente d'un examen plus approfondi. Le téléphone est resté silencieux pendant 4 minutes supplémentaires. Puis, il a commencé à sonner. Nathan a appelé en premier. J'ai laissé aller sur messagerie. Il a rappelé. Messagerie. Brooke a essayé ensuite. 3 fois, en 90 secondes. Je regardais l'écran, comme si je surveillais un sismographe. Puis, maman. Son nom clignotait, encore et encore. Appel après appel. Le téléphone vibrait si fort, qu'il glissait de 2 cm sur le bureau, à chaque fois. Je n'ai pas décroché. Papa a envoyé un texto. Le premier vrai texto, qu'il m'avait envoyé, depuis des mois. Appelle ta mère. Je l'ai lu, et j'ai reposé le téléphone. Les appels continuaient d'affluer. J'ai ouvert une application de notes, et j'ai commencé à tenir un décompte. Parce que je suis ingénieur. Et c'est ce que je fais, avec les données. Je les trace. Nathan, 14 appels dans les 20 premières minutes. Brooke, 9. Maman, 22. Papa, 3 appels, et 2 textos de plus. Tous disant juste, appel à la maison. Brooke a envoyé un message privé. Audrey, qu'est-ce que ça veut dire? Quel agent immobilier? S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai pas répondu. Maman a laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Sa voix était aiguë, brisée, rapide. Audrey, je ne sais pas ce que tu penses savoir. Mais tu dois m'appeler, tout de suite. C'est une affaire de famille, et tu en fais toute une montagne. En faire toute une montagne. La femme, qui avait orchestré une campagne de 3 ans de fausses dates et d'exclusion calculée, me disait que je réagissais de manière excessive. Je l'ai écouté une deuxième fois. Pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais m'assurer que la transcription s'était bien sauvegardée. C'était le cas. Nathan en a laissé un, lui aussi. Plus court. Plus en colère. Tu n'avais aucun droit d'agir dans notre dos. Appelle-moi. Dans leur dos. Comme si le groupe de discussion, que je n'étais jamais censé voir, c'était le devant. J'ai fait une capture d'écran de la transcription du message, et je l'ai enregistré, à côté des 47 messages, du scan du titre de propriété, et du PDF de nettoyage de succession. Le téléphone continuait de vibrer. À 10h48, très exactement 1 heure après l'envoi de mon message, le décompte était de 89 appels. 89. J'ai écrit le chiffre sur le bloc-notes, je l'ai entouré, et j'ai posé le stylo. Pendant 3 ans, il n'avait pas pris la peine de composer mon numéro à Noël. Maintenant, il ne pouvait plus s'arrêter. Voici ce que j'ai appris plus tard, reconstitué à partir de la version de Brooke,
et de ce que Karen Whitfield a confirmé, par l'intermédiaire de mon avocat. Karen avait laissé un message vocal à maman, le 23 décembre. Une courtoisie professionnelle. La recherche de titre avait signalé une copropriétaire, moi, qui n'avait pas été consultée, ou incluse, dans le processus de vente. Karen a recommandé de suspendre la vente, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Maman ne l'a dit à personne. Elle a supposé qu'elle pourrait s'en occuper, après Noël. Elle s'était dit qu'elle appellerait Karen le 26, pour arrondir les angles. Peut-être lui dire que nous étions en froid, et que je ne poserais pas de problème. Elle ne m'a pas appelé. Elle n'a pas mentionné le message de Karen à Nathan, ni à papa, ni à Brooke. Elle l'a enterré, de la même façon qu'elle avait enterré chaque complication que j'avais jamais représentée. Discrètement, avec assurance, selon son propre emploi du temps. Puis, mon message est tombé dans la discussion. Et le message vocal de Karen a cessé d'être un problème qu'elle pouvait reporter, pour devenir une crise qu'elle ne pouvait plus contenir. Nathan a appelé Karen à 10h15 le matin de Noël. Karen, à son crédit, a été mesurée. Elle lui a dit ce qu'elle avait déjà dit à maman. Le titre de propriété montrait 2 propriétaires. Une seule avait autorisé la vente. Et la transaction ne pouvait pas se poursuivre tant que l'autre copropriétaire, Audrey Elizabeth Grant, n'avait pas consenti à l'opération, ou que les parties n'étaient pas parvenues à une résolution légale. Nathan a demandé ce que signifiait résolution légale. Karen a expliqué une action en partage, déposée au tribunal, entendue par un juge, rendue publique. Elle a dit que cela pourrait prendre des mois. Elle a précisé que l'acheteur avait déjà été informé et envisageait de retirer son offre. Nathan a raccroché. Selon Brooke, il est retourné dans la salle à manger, a posé son téléphone sur la table, entre les assiettes blanches et les serviettes rouges, et a dit « Elle est sur le titre de propriété. Toute l'affaire est morte. » Maman s'est assise. Sa main s'est portée à sa bouche. Papa a fixé son assiette. Le même homme, qui avait envoyé un emoji pleurant de rire 3 semaines plus tôt, n'avait maintenant plus aucune expression sur son visage. Brooke a dit que la pièce est restée silencieuse pendant 1 minute entière. Personne n'a touché à la nourriture. Les bougies que maman avait allumées brûlaient toujours. La cire s'accumulant dans les bougeoirs. Finalement, Nathan a dit « Nous avons besoin d'un avocat ». Le menton de maman a tremblé. Elle gâche tout. Elle l'a dit 2 fois. Personne n'a été en désaccord, et personne ne l'a corrigé. Brooke est allé dans la cuisine, s'est tenu près de l'évier, et m'a appelé, pour la 9e fois. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. À 11h20, j'ai pris le téléphone, et j'ai rappelé. Un seul appel. J'ai choisi le numéro de maman. Parce qu'elle en était l'architecte, et que je voulais qu'elle entende cela directement de ma bouche. Pas filtré par Nathan, ou paraphrasé par Brooke. Elle a répondu à la première sonnerie. Audrey, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était humide et tremblante. Le cri, qui sort quand le scénario échoue, et qu'il n'y a pas de plan de secours. Je pouvais entendre la pièce derrière elle. La voix basse et en colère de Nathan, les reniflements de Brooke. Le tintement métallique d'une fourchette posée lourdement. Elle m'avait mise sur haut-parleur. Bien. Je voulais qu'ils l'entendent tous. Je n'ai rien fait, maman. Karen Whitfield a fait une recherche de titre, ce qui est standard. Elle a trouvé mon nom sur l'acte, qui est enregistré depuis 8 ans. Et elle a mis la vente en pause, ce que font les compagnies de titres quand il y a un problème de propriété. Ma voix était posée. Je l'avais répété. De la même manière que je répète les présentations aux inspecteurs du bâtiment. Les faits d'abord, des phrases courtes, pas de commentaires personnels. Tu es en train de ruiner cette famille, a dit maman. Nathan, en arrière-plan, c'est de la folie. Elle n'y a pas vécu depuis des années. J'ai laissé passer le bruit. Puis j'ai dit, tu m'as encore donné une fausse date. Tu as planifié une vente, autour de mon absence. Tu m'as envoyé un acte de vente, déguisé en paperasse de succession, et tu t'attendais à ce que je le signe, sans le lire.
Je l'ai lu. Un silence. Puis, maman. Plus doucement maintenant. Le basculement, vers la culpabilité. Nous allions te le dire, Audrey. Nous allions partager l'argent. Tu aurais eu ta part. Quand, ai-je demandé? Avant, ou après la signature? Elle n'a pas répondu. Tu m'as donné la mauvaise date. Comme l'année dernière. J'ai laissé la phrase s'installer. Donc, c'est l'acte de vente, qui a la bonne date. La voix de papa, à peine au-dessus d'un murmure, tranchant à travers la pièce. Nous n'aurions pas dû faire ça comme ça. Personne ne lui a répondu. Il n'a rien dit d'autre. C'était son unique moment d'honnêteté. 8 mots. Trop tard. Adressé à personne. Tombé dans le vide. Je leur ai donné les coordonnées de mon avocat. Et j'ai dit que toute discussion supplémentaire sur la propriété devrait passer par lui. Je leur ai souhaité un joyeux Noël. Je le pensais. Puis, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone, face contre le bureau, et je me suis assise dans le silence de mon propre appartement. Où personne ne planifiait rien dans mon dos. La signature, prévue le 26 décembre, n'a pas eu lieu. Gérald Foss, l'acheteur, a retiré son offre 2 jours après Noël. Son agent a invoqué le problème de titre non résolu et a déclaré que son client n'était pas intéressé par l'idée d'attendre une procédure judiciaire avec un calendrier incertain. Karen Whitfield a appelé mon avocat le 28, le jour où j'étais censé me pointer, pour manger les restes. Elle a confirmé que la maison était retirée de la vente, en attendant la résolution du litige de copropriété. Le prêt de Nathan a fait défaut en janvier. La banque a envoyé une mise en demeure officielle, à la fois à lui et à maman, qui s'était portée garante. Sans le produit de la vente, il n'y avait pas de somme forfaitaire pour effacer la dette. Et l'atelier de Nathan ne générait pas assez pour couvrir les paiements mensuels. Je ne l'ai pas appris d'eux. Je l'ai appris de Brooke, qui m'a appelé en février. La voix petite et à vif, elle m'a dit, tout est en train de s'effondrer. Je lui ai dit que j'étais désolé, que les choses soient si dures. Je le pensais. Ensuite, je lui ai répété ce que j'avais demandé à mon avocat de leur communiquer. J'étais disposé à discuter de la propriété, mais seulement lors d'une médiation en bonne et due forme. Avec un tiers neutre. Et seulement si ma part de propriété était pleinement reconnue. Pas de conversation en aparté. Pas de surprise en PDF. Pas de « signe juste là, ma chérie ». La médiation a eu lieu en mars. Maman, Nathan, papa et moi étions assis dans une salle de conférence, au cabinet de l'avocat, à Columbus. Brooke n'est pas venue. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas le supporter, ce qui était honnête. Maman a pleuré 2 fois, pendant la première heure. La première fois, c'était stratégique. Les larmes qu'elle utilise, pour signaler qu'elle est la victime. La deuxième fois, c'était vrai, je pense. Quand le médiateur a présenté les chiffres. Et qu'elle a réalisé que la maison dans laquelle elle avait grandi, la maison où sa propre mère avait construit sa vie, était maintenant un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre. Sans la fille, qu'elle avait passé 3 ans à exclure. Nathan n'a presque rien dit. Papa est resté assis, les mains croisées, et les yeux fixés sur la table. J'ai présenté 2 options. Soit, nous pourrions vendre la propriété ensemble, et partager les bénéfices, selon notre part de propriété enregistrée, 50/50, comme le stipulait l'acte, et avec une vraie procédure de vente transparente. Soit j'achèterais la part de Diane à la juste valeur marchande, évaluée par un professionnel agréé. Je n'ai pas proposé de 3e option. Je n'ai pas négocié contre moi-même. Nathan a finalement pris la parole. Il s'est penché en avant, et a dit, Nan aurait voulu que nous gardions ça dans la famille. Je l'ai regardé, pendant un long moment. Nan a gardé ça dans la famille, ai-je répondu. Elle a mis mon nom dessus. La question est de savoir si tu me considères comme de la famille. Le médiateur a suggéré une pause. Nous avons pris 10 minutes. Quand nous sommes revenus, maman a demandé si on ne pouvait pas juste revenir à la façon dont les choses étaient avant.
Le médiateur lui a demandé de préciser. Elle n'a pas pu. Nous avons accepté la vente. La maison est retournée sur le marché en avril. Avec un nouvel agent immobilier. Pas Karen, parce que maman refusait de travailler à nouveau avec elle. Ce qui n'était pas grave. Elle s'est vendue en mai, pour 258 000 €. Ma part, après déduction des frais de notaire, était de 121 000 €. Je l'ai déposée, sur un compte d'épargne. Et je n'y ai pas touché. Avant que les nouveaux acheteurs n'emménagent, j'ai conduit jusqu'à Millfield, une dernière fois. Je me suis garé sur Sycamore. J'ai monté les marches du Porsche, et j'ai mis la clé en laiton, dans la serrure. Elle rentrait toujours. La porte s'est ouverte, sur une maison vide, qui sentait la peinture fraîche, et la cire pour meubles. Je me suis tenu dans le salon, à l'endroit où se trouvait autrefois, le fauteuil de Nan. Et je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé autour de moi, j'ai dit merci, à personne et à tout le monde. Et j'ai tiré la porte, derrière moi. J'ai retiré la clé de mon trousseau, et je l'ai laissée sur la rambarde du Porsche. La seule chose de Nan, qui soit restée, avec la maison. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Ils avaient passé 3 Noëls, à s'assurer que je ne le découvrirais pas. À coordonner des dates, où je ne serais jamais invité. Et des portes, que je ne franchirais jamais. Et pas un seul d'entre eux, ne s'est arrêté pour se souvenir, que la femme, qu'il n'arrêtait pas de rayer de la liste des invités, avait été inscrite, sur le titre de propriété, des années auparavant, par la seule personne de cette famille, qui la voyait, vraiment. C'est mon histoire. 47 messages. Une seule réponse. Étage 89 appel, que j'ai laissé sonner. Si cela vous a rappelé, que votre nom a sa place dans votre propre vie, et non pas, dans les notes de bas de page de quelqu'un d'autre. Prenez ça, comme un signe. Fixez des limites, dès aujourd'hui. Et si quelqu'un que vous aimez, a besoin d'entendre cela, partagez-le avec lui. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve, pour la prochaine histoire.